Alors, comment expliquer l'emploi d'aujourd'hui si on ne parle pas des gains de productivité et si on ne commence pas par la révolution industrielle? C'est très important ça, attention. Parce que là, on est en train de nous faire passer pour des fainéants. On est en train de faire passer les chômeurs pour des assistés. Mais on ne commence pas en fait par le début, à savoir la révolution industrielle. Et l'importance qu'ont eu en fait les machines dans le travail. Le fait des inventions qu'il y a eu pour faciliter le travail. Donc on a eu par exemple, qu'est-ce que la révolution industrielle? La première révolution industrielle débute au milieu du 18e siècle. Elle est caractérisée par un enchaînement d'inventions marquantes et tout particulièrement celle de la machine à vapeur. La machine à vapeur en 1769. Ces innovations changent considérablement le paysage économique, social, politique et culturel de l'époque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il arrive que nous avons d'énormes gains de productivité grâce aux machines. Ce qui fait que on est passé en France. Alors c'est encore gentil, là je me suis arrêté en 1970. L'évolution du nombre d'exploitants agricoles. Donc en 1970, il y avait 1 591 000 exploitants agricoles. Actuellement, il y en a 496 000. Donc vous voyez que nous avons besoin d'un moins d'agriculteurs pour nourrir le peuple français. Très intéressant. Parce que le monde agricole, et pas que le monde agricole, là donc, on voit bien qu'on est passé d'une société agricole à une société industrielle. Entre 1851 et 1911, la population active passe de 16,6 à 20,1 millions et connaît une profonde modification de sa structure. La paysannerie recule, tandis que s'affirme un nouveau type d'emploi dans l'industrie et le tertiaire. Un monde paysan en déclin. En 1859, la France compte 9,3 millions de paysans, soit 56% de la population active est paysanne. Elle travaille dans les champs. Ok? Mais ils ne seront plus que 6 millions, soit 27% des actifs en 1946. Cette évolution est liée Cette évolution est liée à l'évolution du paysage agricole de 1850 à la fin du 19e siècle. Les régions agricoles les plus riches sont marquées par l'adoption de nouvelles méthodes agricoles, utilisation d'engrais, mécanisation, recours au crédit. Les paysans les plus pauvres ou les ouvriers agricoles dont le travail a été remplacé par des machines quittent les campagnes pour se faire embaucher à l'usine ou dans les nouvelles entreprises du secteur tertiaire. Cependant, beaucoup d'entre eux restent sur leur terre et survivent grâce au travail familial et à la polyculture. On voit bien que le monde du travail a totalement changé. Donc, on voit que ces gens-là ont quitté les champs, sont partis en ville et ont travaillé dans les industries. Tout en sachant que ces gens qui quittent les villes, en fait, qui quittent les campagnes pour aller en ville, continuent à être nourris, car nous avons maintenant des machines qui travaillent à leur place. C'est pour ça que ces gens sont partis dans la ville. Car maintenant, les machines ont remplacé leur emploi. Ils n'ont plus de travail dans les campagnes. Ils vont aller vers les villes. Ça, c'est le premier grand remplacement. C'est les campagnards qui remplacent les citadins. Nous avons aussi Ford, qui en 1908 amène une nouvelle révolution industrielle où il uniformise en fait la production. Il a une meilleure gestion de la production, une meilleure productivité de la production. Et donc, ce qui fait que il arrive de nouveau encore à diminuer le nombre de personnes. Et nous voyons que il y a des mutations sociales révolutionnaires qui arrivent aux États-Unis. Mais bien avant, il y a eu des révolutions, des mutations sociales dans la révolution industrielle britannique, où nous avons, comme en France, un changement de population, un changement de métier, où les campagnards se retrouvent de nouveau remplacés par les machines, et donc arrivent en ville pour travailler. Et là, nous avons, par exemple, le début de ce que je vais appeler le racialisme. Car malheureusement, ces gens-là doivent... Non, oubliez ça. On va parler de ça maintenant. En fait, si, on va commencer à parler de ça maintenant. Donc, on voit qu'avec ces révolutions industrielles, nous avons un changement de population. Ces populations arrivent
dans les nouveaux emplois industriels. Et en fait, ces gens-là commencent à avoir des revendications. Et qu'est-ce qui se passe? Pour dire que son chien, on doit le tuer, on lui dit qu'il a la rage. De là commencent les dénigrements des nations. On commence à manquer de respect, à dénigrer, à déshumaniser les premiers. Toujours encore à raconter, à vous me casser la tête, hein, TikTok. On commence à déshumaniser les ouvriers. Et là, vous voyez cette première caricature où on voit un homme en singe sur un baril de poudre tenant une bouteille d'alcool. Là, ce n'est pas la représentation d'un Africain, c'est la représentation d'un immigré irlandais. Donc on commence à dénigrer les immigrés irlandais qui vont travailler en Angleterre. Pourquoi? Il faut les déshumaniser. Parce que si on les traite en tant qu'êtres humains, dans ce changement global des emplois du travail, ça va être problématique, car ils vont commencer à s'associer avec l'anglais. Et l'avantage qu'en tirent les patrons, c'est qu'ils commencent à créer du racisme pour diviser les ouvriers, car l'Irlandais arrive donc dans les grandes villes, car son emploi agricole a été remplacé par les machines. Il se retrouve donc à aller dans les grandes villes anglaises, où il n'a pas la langue, il n'a pas l'accent, du coup il se fait dénigrer par l'anglais. Mais le pire, c'est que le prolétaire anglais, qui lui-même est victime de ce système industriel, dénigre cet ouvrier irlandais. Tout en sachant que les patrons, pourquoi est-ce qu'ils ramènent ces Irlandais? C'est parce que l'ouvrier anglais, il y a eu des révolutions prolétariennes avant, et donc ils ont obtenu gain de cause, et ils ont commencé à voir la vraie richesse de leur travail. Du coup, qu'ont fait les patrons? Ils ont ramené les Irlandais. Là, nous avons la première naissance, en fait, du racialisme dans le monde capitaliste de la révolution industrielle. Et c'est très très important de mettre ça en avant. C'est qu'actuellement, ce que nous vivons, d'autres l'ont vécu dans le passé. Et tant qu'on ne comprend pas en fait que ces divisions raciales sont là pour servir le patronat, on ne s'en sortira pas, on ne s'en sortira jamais. Je vais vous donner un autre exemple. Les Vlaming, ou le dénigrement des immigrés belges au 19e siècle. L'immigré, c'est autre par excellence. Le nord de la France le connaît bien. Voici presque 2 siècles que dans la région se sont installés des Belges, des Européens de l'Est et principalement des Polonais, des Méditerranéens, des Maghrébins. De nos jours, l'apport démographique du premier flux migratoire se mesure encore au gonflement des listes de nos élèves aux lettres de Van ou Veur. Ces immigrés ont fait souche et leurs descendants se sont enracinés dans le nord du pays, voire dans toute la France. Et ces premiers immigrés, quand ils sont arrivés, eux-mêmes ont subi du racisme. Et c'est très très important. C'est que là, nous voyons en fait un grand remplacement. Mais le grand remplacement, il est très très important de le faire. Ce n'est pas un grand remplacement des populations. C'est un grand remplacement de la classe ouvrière. La classe ouvrière française, la classe ouvrière anglaise ont été grand remplacés car ils ont manifesté par rapport au fait que la révolution industrielle et les machines ont été extrêmement violentes avec ces gens-là. Car attention, je vais vous montrer, en Angleterre, il y avait du travail d'enfant. Faites très attention. C'était extrêmement hardcore ce qu'ils ont vécu, ces gens-là. Et du coup, ils se sont manifestés. Ils ont revendiqué. Et que s'est-il passé par la suite? On voit qu'ils ont ramené des immigrés. Pourquoi ils ramènent des immigrés? Pour détruire en fait les révolutions prolétariennes. Et donc nous voyons actuellement, voilà, là encore nous avons donc à bas les Belges, l'expulsion des mineurs borains lance août 1892. Mais je suis sûr que si je mets, regardez, si je mets par exemple donc les mineurs, révolution mineure, révolution des mineurs en 1870, révolution des mineurs nord de la France 1880, grande grève des mineurs d'Agen. Est-ce que c'est de cette date-là? On va voir, je sais pas, on tape. 1884. La grande grève des mineurs d'Anzin est une longue grève des mineurs de la compagnie des mines d'Anzin en 1884 qui a abouti à l'autorisation des syndicats par la loi Waldeck-Rousseau. Donc regardez. Où est-ce que j'étais? 1892.
Expulsion des mineurs borains. Avant 1884, manifestation des mineurs. Et pourquoi en fait il y a eu une manifestation des mineurs? C'est parce qu'ils n'étaient pas contents. Et donc qui a dû payer ça? Ce sont les mineurs belges. Voilà. Actuellement, nous voyons exactement la même chose. Nous avons des travailleurs qui ne sont pas contents et qui doivent payer les pots cassés. Ce sont les ouvriers. Immigrés, pardon, j'ai oublié. Ce sont les ouvriers immigrés qui doivent payer les pots cassés. C'est ce que le patronat veut. Et donc c'est vraiment stupide de rester dans cet abrutissement où vous pensez que l'immigré était l'envahisseur, car il n'est pas venu avec une armée, il a été importé par les patrons.